Fidèles téléspectateurs de la télévision Sablé-Digit, le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux dans vos petits écrans dans les cadres toujours de notre magazine qui traite des questions tant politiques qu'économiques et pourquoi pas culturelles. Nous avons aujourd'hui le privilège d'aborder deux questions d'actualité qui défraient la chronique politique, surtout au niveau de l'opposition. Et pour moi, c'est un grand privilège de recevoir sur ces plateaux un grand mentor des mouvements de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Avec mon invité que vous allez découvrir dans CP, nous allons aborder les questions et entrer au processus électoral, à l'avenir même du parti de Jean-Pierre Bemba, qui est en train de planer un peu. Nous allons aborder certaines questions qui concernent le mouvement de libération du Congo, qui autrefois était un parti d'influence, mais aujourd'hui, d'après certains observateurs, est devenu un parti qui n'existe que de nom. Je ne colle pas cette identité au parti de Jean-Pierre Bemba, mais vous allez découvrir le tenant et les aboutissants de toutes les questions politiques très au MLC avec mon invité que je m'en vais saluer. Bonjour l'honorable sénateur Romain Nimi. Bonjour monsieur le journaliste. Tout le privilège est pour moi de vous recevoir sur mon plateau d'émission Caractère Politique que vous avez le privilège de suivre ponctuellement. Aujourd'hui, vous me faites le plaisir de venir ici sur ce plateau par mon invitation pour répondre à certaines questions très à l'actualité politique, surtout concernant le mouvement de libération du Congo. Je pars d'abord vous poser la première question pour savoir comment se porte le parti du sénateur Jean-Pierre Bemba. Merci d'abord pour l'invitation. Je vous informe que ce parti se porte très bien. Il a ses rouages, son fonctionnement, son organisation, et tout cela marche très bien. Nous déplorons naturellement ces derniers temps quelques départs, mais somme toute assez minoritaires par rapport à la masse qui compose le parti. Il semble que les MLC n'existent que de nom actuellement. Ça n'a plus cette influence-là que nous avions connue, le MLC en 2006 et dans l'entrée de 2011. Pourquoi cette attitude? Ce sont là des affirmations gratuites que nous entendons ça et là de la part des détracteurs du MLC. Je pense objectivement que la meilleure façon d'analyser l'influence d'un parti, c'est de le faire après des élections crédibles, naturellement. Il n'y a pas encore d'élection. Gardez vos appréhensions pour les analyses après les élections. Et là, je vous dis déjà, par anticipation, que vous serez surpris des résultats de ces élections, s'ils sont crédibles. Et ce ne sont pas des chantages que vous faites aujourd'hui, parce qu'on a vu le MLC en 2006, on a vu le MLC se présenter en 2011, toujours avec le même discours. Et en 2006, vous avez quand même creusé le quart, mais en 2011, le MLC va de mal en pis. Et en 2016, on parie que le MLC sera peut-être un parti quasiment disparu. Alors, quelles sont les assurances que vous placez à l'endroit de vos militants par rapport à cette nouvelle épisode électoral en RDC? Non, écoutez, ça, je vous répète que ce sont des affirmations gratuites. En 2011, le MLC, comme la plupart des grands partis, a vu son influence un peu réduite. Cela est dû à la réaction générale du corps électoral par rapport à la classe politique. C'est une critique qui ne s'adresse pas uniquement qu'au MLC. Tous les grands partis ont quelque peu vu leur influence s'amoindrir. Mais chez nous, je puis vous dire que ce ralentissement ne traduit pas un recul. Et ça traduit quoi? Pas assez. Ça traduit simplement un mouvement naturel. Non, en politique, la politique est dynamique, monsieur. Il y a des hauts et des bas. Je le veux bien, oui. La politique est dynamique, mais vos ralentissements dans les sphères politiques, vous croyez que ça vous rend stable ou soit ça vous amoindrit? Écoutez, vous ne pouvez pas chercher une stabilité dans un parti politique lorsque les instruments qui concourent à la démocratie
ne sont pas eux-mêmes stables. Vous voyez, il faut que, pour arriver à ce stade-là, que nous ayons tous confiance en la CENI en tant qu'instrument indépendant du pouvoir et objectif et transparent dans la lecture des résultats. Il faut que nous soyons tous baignés et imprégnés des principes démocratiques. À ce moment-là, avec ces repères stables, nous pouvons parler de la stabilité de tel ou tel parti politique. Mais à partir du moment où toutes ces constructions sont instables, on ne peut pas chercher la stabilité. Mais en tout état de cause, de manière générale, je suis confiant sur l'avenir politique de mon mouvement. Voilà, vous êtes confiant de la vie politique de votre mouvement, mais de l'avenir politique. Quand vous fustigez le manœuvre dilatoire autrefois entretenu par la commission électorale nationale indépendante, mais quand je vous vois, monsieur le sénateur Romain Nimi, vous êtes le fruit des résultats de la CENI. La CENI a publié vos résultats d'une manière honnête et aujourd'hui vous siégez au Sénat. Alors aujourd'hui, dites-nous, le mouvement de libération du Congo a pris acte, comme tous les autres Congolais, de la publication récente du calendrier global des élections en vue. Donc ça partira de 2015 à 2016, voire même 2017. Alors le MLC ne s'est pas prononcé d'une manière vigoureuse par rapport à ce calendrier. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez, étant que mandataire du mouvement de libération du Congo, vous pouvez vous prononcer quant à ce calendrier? Comment aviez-vous aperçu la publication par rapport aux échéances, par rapport aux dates, par rapport au financement? Écoutez, le trait caractéristique de ce calendrier, c'est la globalité. Vous savez quels sont les problèmes qui ont été posés par notre population ici au Congo. Vous vous rappelez des journées de tumulte à Kinshasa et ailleurs, à l'arrière-pays, tout cela lié à la globalité des élections, peu ou prou. Donc c'est une avancée positive dans ce calendrier, le fait de consacrer la globalité. Malheureusement, nous estimons que ce n'est qu'un règlement partiel du problème. Parce que ce même calendrier est assorti de 23 préalables légales et contraintes, qui peuvent handicaper son exécution. Ces préalables rendent donc ce calendrier hypothétique. Nous pensons que ce n'est pas le moment d'être rigoureux dans l'absolu. C'est simplement le moment d'amener tout le monde à un dialogue franc et constructif autour des enjeux du moment, autour de ce calendrier, sans partage du pouvoir. Parce que je vous vois réagir, le Congolais, quand on parle de dialogue, il pense au partage du pouvoir. Le dialogue est une donne constante de la démocratie. Non, on vous connaît par rapport à cette attitude. Quand vous voulez dialoguer, on a vu ça à Sun City, on a vu ça lors des concertations nationales. Vous vous êtes empressé pour aller dialoguer avec le pouvoir en place, soit avec les animateurs du pouvoir, au fin d'avoir la part du gâteau. Et c'est ce qui a été fait. Le MLC aujourd'hui est récompensé par 3 ministères. Nous avons le ministère, nous avons le ministère de PTNTIC, nous avons le ministère de l'Industrie. Laissez-moi vous répondre. Nous avons aussi, laissez-moi terminer, monsieur Romain Nimi, nous avons aussi le ministère de l'Industrie et aussi de l'Urbanisme et Habitat. Et par rapport à cette récompense, vous voulez aller encore au dialogue pour quelle fin? Parce que les gens se préparent pour les élections. D'abord, je dois rectifier ce que vous dites. Le MLC n'a aucun ministère dans le gouvernement de cohésion nationale. Aucun. Les anciens membres du MLC qui ont accepté de faire partie de ce gouvernement l'ont fait à titre personnel. Et se sont de ce fait auto-exclus du mouvement de libération. Mais il jure jour et nuit au nom du MLC. Mais tout cette contradiction qui n'a pas de nom, M. Romain Nimi. Mais tous ceux qui partent, vous remarquerez que tous ceux qui partent ne peuvent pas affirmer qu'ils ont quitté le MLC.
Pour une raison simple, c'est qu'en général, ceux qui sont élus ont peur de perdre leur mandat. Parce que le mandat est donné constitutionnellement au nom du parti politique que vous représentez. Et si vous le quittez, la Constitution demande de démissionner. Donc vous comprenez aisément que ceux qui partent, même ceux qui visiblement créent des partis politiques, vous les interrogerez et vous direz qu'ils n'ont pas quitté le MLC. C'est la même chose dans tous les partis politiques. C'est sûrement une question qui doit amener la classe politique à la réflexion et à la recherche sur les solutions adéquates. Et en quoi le MLC, disons, reproche la CENI dans la publication de ces calendriers qui a étalé au moins 11 échéances électorales? Ça, on n'aura plus affaire aux arriérés, on n'aura plus affaire aux élections municipales, locales et urbaines, jusqu'à atterrir à l'élection présidentielle et législative en 2017. Vous ne pensez pas que l'État congolais est en train d'emprunter la voie de la démocratie pour que les choses soient une fois de plus claires? Écoutez, il ne suffit pas de souhaiter une chose pour qu'elle se réalise ou pour qu'elle soit réalisable. Le MLC veut aller aux élections. Je vous dis tout de suite, même demain nous sommes prêts à aller aux élections. Et nous voulons les élections. Mais encore faut-il que ces élections soient crédibles et apaisées. Mais je vous dis que l'organe même chargé de l'organisation des élections publie 23 contraintes. Ce n'est pas le MLC. Mais c'est naturel quand on fait... Mais écoute, non, ce n'est pas naturel. Il y a un adage qui dit qui veut aller loin, ménage ta mouture. Ce n'est pas naturel. Je vous dis qu'au mois de mai 2014, un premier calendrier avait été publié, qui devait être applicable d'ici le 14 juin 2015, sans contrainte. Sans contrainte de la part de la même CENI. Mais ça n'avait pas au moins le même volume. Écoutez, sans contrainte, ils n'ont pas pu la réaliser. Parce que les contraintes, même lorsqu'elles ne sont pas énoncées et qu'elles existent, elles vous empêchent d'avancer. Vous voyez? Et donc ces contraintes sont des conditionnalités, malheureusement, pour l'exécution de ce programme. Il y a un problème de coût des élections, de moyens financiers. 1 milliard, me semble-t-il, pour l'ensemble. Où allez-vous trouver ce milliard? Par quelles ressources budgétaires? Un homme politique ne doit pas se contenter d'énoncer des vœux. Ce qui importe en politique, c'est de mentionner la manière d'arriver, d'atteindre le but, les moyens à mettre en œuvre et où trouver ces moyens. J'aurais été moins inquiet si, depuis 5 ans, dans tous les budgets, moi je vote non au budget, c'est vrai, donc je suis mal placé pour en parler, mais j'en parle quand même. Dans tous les budgets, il était mis de côté une fraction destinée à l'organisation des élections. Ça n'a jamais été fait. Je suis parlementaire, je vous le dis, ça n'a jamais été fait. Il n'y a aucun montant qui a été mis de côté pour l'organisation des élections. Donc nous allons partir de zéro. Et connaissant le fonctionnement de mon pays... Est-ce que, excusez monsieur le sénateur, vous croyez comprendre mieux la question de la CENI que la CENI lui-même, quand la CENI est en train, par le biais de son rapporteur, en train de donner des affirmations que la CENI est en mesure d'organiser les élections parce que les moyens, il y en a. Déjà une grande partie a été décaissée par le gouvernement pour l'organisation de ces élections. Croyez-vous connaître mieux le rouage de la CENI que les membres qui sont au sein de la plénière, au sein du bureau de cette institution d'appui à la démocratie? Mais il ne s'agit pas de ça, monsieur. Il ne s'agit pas de connaître la CENI mieux que ceux qui y sont. Il s'agit simplement de procéder à des analyses responsables devant une situation. Vous ne pouvez pas m'enlever le droit d'analyser froidement les situations politiques de mon pays. Je le fais en toute indépendance. Même si M. Malouane pourrait connaître mieux la CENI que moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la réalisation des objectifs fixés. Et je pense qu'en l'état actuel de nos moyens, c'est
ces résultats sont hypothétiques. Je vous informe d'ailleurs que ceux qui financent les élections, en réalité, et les seuls qui les financent et qui ont les moyens de le faire, c'est-à-dire les étrangers, ont également posé des conditionnalités. Et donc le gouvernement sera en face de ses responsabilités pour financer, en dehors de l'élection présidentielle et législative, pour financer les autres modes électifs. Dernièrement, vous avez décrié quelques manœuvres au sein du mode de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante auquel vous, le mouvement de libération du Congo, vous avez soupçonné la CENI d'infiltrer certaines personnes pour créer des manœuvres dilatoires dans le fonctionnement même de cette institution. Qu'en est-il? Bon, écoutez, au-delà des manœuvres dilatoires, parlons de l'administration de la CENI. Il y a un problème fondamental au niveau de l'administration. Vous comprenez bien que la CENI est le garant de la crédibilité démocratique des élections. C'est donc un instrument substantiel qu'il ne faut pas négliger. Et c'est maintenant qu'il faut poser les bases de la transparence de la CENI. Or, l'administration de la CENI est hors la loi. Elle est hors la loi d'abord. Quand vous regardez le mode de recrutement pour des postes stratégiques, ce mode de recrutement devait se faire par appel d'offres, même international. C'est ça qui est prévu. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On engage, soi-disant pour des intérims, donc pour des durées courtes et précaires, on nomme des gens, des postes de responsabilité. Et comme toujours au Congo, la précarité devient éternelle. Ces gens sont là, en fait, en dehors des formalités prescrites par le constituant pour occuper ces postes. Et nous assistons progressivement au développement malheureux de l'influence de certains partis politiques. Je ne veux pas citer le MSR ici, dont M. Malmont est fondateur, qui a les moyens, progressivement, de contrôler la CENI. Où est l'indépendance dans ce moment-là? Or, l'indépendance est un préalable substantiel. Et donc, moi, je suis d'avis qu'il faut remettre de l'ordre juridique, administratif au sein de la CENI pour rassurer tous les acteurs politiques. D'autant que les échéances à venir nous appellent à tourner une certaine page politique. Vous ne pensez pas que vous, étant que politique, vous entrez dans l'administration d'une institution indépendante qui est la CENI, qui est libre aussi, comme... De violer la loi. Non, pas de violer la loi, je ne me prêtais pas à votre qualification. Et pas de violer la loi, mais de fonctionner en toute indépendance, la CENI. Mais oui, mais personne... Il nomme qu'il veut pour se rassurer que le travail sera bien fait. Non. En quoi ça lèse le... Je veux vous répondre. Toutes les précautions avaient été prises lors de la création de la CENI pour que justement ces nominations ne se fassent pas de cette manière. Les précautions avaient été prises pour la transparence de l'institution. Et ne me dites pas que l'irrespect de ces précautions constitue un droit de la CENI. Personne n'a le droit de violer la loi. Le citoyen n'a le droit que d'obéir à la loi, pas de la violer. Alors je leur conteste ce droit-là, donc, et j'estime qu'ils doivent remettre de l'ordre dans la machine pour rassurer tout le monde. Il ne s'agit pas de rassurer le MLC, il s'agit de rassurer la classe politique dans son ensemble. Alors, monsieur le sénateur, il y a aussi une question au sein du mouvement de libération du Congo qui fait sensation depuis un bon bout de temps concernant le fonctionnement même du MLC. Le MLC aujourd'hui, après la nomination d'un de vos membres au gouvernement de cohésion nationale, il y a eu fissuration et conséquences. Il y a eu Mme Eve Bazaïba au poste du secrétaire général en remplacement de M. Thomas Louaka qui demeure, d'après le ministère de l'Intérieur, le secrétaire général, parce que le ministère l'atteste.
Alors, pourquoi ces imbroglios au sein du parti de Jean-Pierre Bemba qui est encore incarcéré à La Haye? Et pourquoi vous ne savez pas entretenir l'ordre au sein du parti des fissurations en fissurations, des départs en départs? Où va le MLC? Je vous signale d'abord qu'en dépit de tous les départs enregistrés jusqu'ici, le MLC n'est pas mort. Et les fissurations dont vous parlez n'ont de vie que dans votre esprit. Dans la réalité, moi je suis du MLC, nous n'avons aucune fissuration. Mais non, mais quand on voit... je vous explique, écoutez-moi. Monsieur le sénateur, s'il vous plaît, quand on voit Jean-Pierre, comment François Momba parti... Mais lui aussi était parti avec le MLC. Vous l'aviez affirmé dans vos organes de presse. Vous affirmiez alors qu'il y avait 2 MLC. Nous attendons toujours l'émergence du MLC de François Momba. Maintenant, vous en créez un autre, et ce n'est pas un jeu nouveau dans le paysage politique congolais. Mais ça ne vous fait pas sérieux. Nous avons connu les 2 impairs. Nous avons connu... C'est une pratique constante de la part du pouvoir que d'essayer de fragiliser les partis. Non, mettez les pouvoirs hors de cela, parce que je n'ai vu aucun membre du pouvoir venir au MLC pour créer cette fissuration. Écoutez, je vous répète qu'il n'y a pas de fissuration au sein du MLC. Il y a un secrétaire général, Mme Eve Bazaïba. Il y a un bureau politique. Il y a l'organe des fondateurs. Il y a un comité exécutif. Et tout fonctionne selon les statuts du MLC. Certains membres ont pris la liberté d'entrer dans le gouvernement, c'est de leur responsabilité. C'est un choix politique qui n'est pas forcément mauvais, grand bien leur face. Qui était conventionnel quand même lors des concertations nationales. Non, je vous informe qu'en ce qui concerne le MLC, les choses étaient très claires. Le bureau politique, M. Bemba lui-même, ont toujours affirmé de manière claire, et M. Loaka le sait, que le MLC ne peut pas être absent des débats nationaux. Lorsqu'il y a un débat national, on peut échanger, même avec le pouvoir, le MLC est présent, il échange. Mais qu'il n'est pas question de partager le bilan de M. Kabila, qu'il doit assumer devant la population, en terminant tout son mandat sans le MLC. C'est clair. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Et malgré cette clarté, ce qui est leur droit en tant que citoyens, certains membres du parti ont jugé utile de le quitter. M. Bemba en a tiré les conclusions qui s'imposent. Mais il y a 2 blocs qui se sont constitués au sein du MLC. Il n'y a pas de bloc. Le bloc El Thomas Loaka et le bloc El Bazaïba qui vont partager la vie. Non, c'est ce que vous aimeriez faire croire. Non, il n'y a pas de bloc. La presse parle de cela. Oui. Et nous sommes la presse, oui. Nous sommes le 4e pouvoir, nous sommes au cœur de l'information. Nous allons auprès de Thomas Loaka, c'est le même discours. Nous allons chez F. Bazaïba, c'est le même discours. Mais rentrez encore chez François Momba, pourquoi vous vous arrêtez à Thomas Loaka? Non, parce que François Momba n'allait pas nier ça, encore moins ignorer. Je n'ignore rien. Je n'ignore rien. Je constate simplement que M. Loaka a fait ses déclarations. Il a sa position. Il prétend ne pas avoir quitté le parti et il prétend être soutenu par M. Jean-Pierre Bemba. Nous avons des lettres de M. Bemba, officielles, qui disent le contraire. Nous verrons où cela mènera. Je vous signale simplement que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il faut vous poser aussi la question de savoir pourquoi le MLC est toujours courtisé. Parti moribond, parti mourant. Mais comme par hasard, ce sont toujours les responsables qu'on puise au sein du MLC. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine valeur. Moi, je suis tranquille, et l'ensemble du parti aussi. Je n'ai absolument rien de personnel contre ces frères qui sont partis. Ce sont des choix politiques, ils ont fait leur choix. Mais maintenant, la machine continue.
Oui, bien que la machine continue à tourner, monsieur le sénateur, excusez-moi de vous prendre un peu la parole, mais il n'y a pas longtemps, il y a un quotidien de la place, le journal Presse écrite, qui a publié un communiqué selon lequel le secrétariat général du mouvement de libération du Congo précise, persiste et signe de l'emplacement du nouveau siège du mouvement de libération du Congo qui se situerait dorénavant au boulevard Triomphal. Mais ça, c'est clair comme l'eau des roches. Quand un secrétaire général, Thomas Louaka, prend Mais cette d'abord, option... vous ne pouvez pas l'appeler secrétaire général, vous savez pourquoi? Quand vous dites cela, vous violez la Constitution. De quelle manière? De quelle manière? C'est que il est dit qu'on ne peut pas faire partie du gouvernement et être secrétaire général d'un parti politique. Ce monsieur à qui vous faites allusion devrait démissionner du secrétaire général pour être en conformité avec les règles juridiques. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Mais ceci dit, ne confondez pas la pluralité des déclarations avec la réalité. Les faits sont têtus. Vous allez assister bientôt à des grandes mobilisations de la part du MLC. Quand vous demandez aux gens dans la rue où est le MLC, il n'y a pas de confusion possible. Et je vous informe qu'au sein du MLC, d'après les statuts du MLC, reconnus par le ministère de l'Intérieur, on ne change pas de siège social comme on entend. Le siège du parti se change par décision du bureau politique, PV à l'appui, ou par décision du président national Jean-Pierre Bemba. Ni l'un ni l'autre n'ont changé de siège qui reste au 6 avenue du Port. Ça veut dire que les changements que l'on prétend avoir effectués ne sont des changements que théoriques, qui ne se reposent pas sur le droit. Donc vous voulez affirmer devant la population qui nous suit à travers le monde que Thomas Louaka n'est plus qu'un figurant au sein du mouvement de libération du Congo? Non, il n'est pas un figurant. Il ne fait plus partie du mouvement de libération du Congo. Vous appuyez encore? Oui, et je vous dis la vérité. Il ne fait pas partie par le choix qu'il a fait. Ce choix le conduit, et d'ailleurs la loi sur l'opposition politique est claire à cet égard. Un membre de l'opposition qui intègre le gouvernement au pouvoir quitte l'opposition. Les choses sont claires. Je n'ai jamais compris pourquoi les hommes politiques sont aussi mal à l'aise pour vivre la vérité et dire la vérité. La chose est simple. Vous savez, le parti politique, le MLC est un parti politique. On y adhère librement, on le quitte librement également. Moi, je me suis toujours dit que le jour où je déciderai de quitter ce parti, je le ferai sincèrement, franchement, j'espère que ce jour n'arrivera pas, sans fioriture, sans commencer à jouer sur plusieurs tableaux. Nous avons fait des plaintes, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Bemba lui-même a écrit au ministre de l'Intérieur, et la chose est en cours de règlement. Vous aurez des solutions dans très peu de temps. Voilà, nous aurons des solutions dans très peu de temps. Monsieur le sénateur Romenimi, vous... du mouvement de libération du Congo, et vous êtes d'avis avec le 16 mars dernier que la session ordinaire du mois de mars venait de voir le jour au sein du Parlement congolais, plus particulièrement. Vous êtes au Sénat, à l'Assemblée nationale également, dont les grandes questions sont dans les tiroirs de l'Assemblée nationale et aussi du Sénat pour statuer sur l'avenir politique du pays. Alors, monsieur le sénateur, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus la position du mouvement de libération du Congo, qui a aussi ses membres qui siègent au Sénat comme à l'Assemblée nationale, par rapport aux questions qui peut être la priorité? Parce qu'on a la question sur
la décentralisation qui fait déjà débat, il y a la question sur le processus électoral, il y a pas mal de questions, il y a pas mal de questions. Alors vous, étant que du mouvement de libération du Congo, et comment vous comptez affûter vos armes pour affronter toutes ces questions au sein du Parlement congolais? Non, au sein du Parlement, nous agissons en âme et conscience, en toute objectivité. Et les priorités de la session ne sont pas fixées par le parti politique. Ces priorités sont fixées par les membres du Parlement. Comme je l'ai dit, en âme et conscience. Il y a des matières, et c'est une matière à débat. Nous allons y débattre, la rentrée vient à peine d'avoir lieu. Nous allons en débattre et vous serez progressivement tenus au courant des positions que nous prendrons, comme d'usage, comme à l'habitude. Comment évolue le procès de votre président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo? Parce que ça, le 15, tout le monde attendait que le verdict soit rendu de Jean-Pierre Bemba Gombo. Malheureusement, c'était juste un coup d'épée dans l'eau. Alors vous pouvez, une fois de plus, rappeler à l'opinion et comment évoluent ces dossiers, ces procès jusqu'à l'heure actuelle? Écoutez, jusqu'à l'heure actuelle, le procès évolue normalement. Ils en ont terminé avec les témoignages à charge et à décharge. Reste la délibération pour le verdict final. Nous attendrons que cela se fasse. Mais mes informations font état d'une vacuité affligeante au niveau du dossier d'accusation. Affligeante parce que les éléments jadis avancés ne sont étayés d'aucune preuve. Preuve juridique s'entend. Et de bouche à oreille, il est courant d'attendre dire que le président national sera purement et simplement acquitté. Sous quel préalable? C'est pas moi qui vais vous parler de préalable. Je ne pense pas qu'il y ait de préalable dans un procès. Vous maîtrisez le roulement du procès. Mais lorsqu'on acquitte quelqu'un, il n'y a pas de préalable. On l'acquitte parce que les éléments... Bemba a été accusé. Attention à ce que vous dites. Je veux vous dire que tout ce que vous direz a déjà changé. Qu'est-ce qui a changé? Éclaire la population. Mais je suis en train de vous parler. Les accusations de Moreno, de l'époque, sur les viols, ces accusations ont été changées sur ordre de juge. Ils ont dit que ce n'est pas établi, ce que vous dites. Nous pouvons garder ce monsieur, mais changer les accusations que vous proférez à son encontre. Et aujourd'hui, il est poursuivi, certes, mais les grandes accusations de l'époque sont réduites en peau de chagrin. Nous n'en sommes plus là. Je ne suis pas un avocat dans le procès. Ben, je suis juriste et je le suis tant bien que mal. Et je sais ce que je vous dis, je sais que l'accusation n'a pas de preuve, pas de papier. Ici, il ne s'agit pas d'affirmer simplement. Il s'agit de prouver que les faits accomplis par ces militaires indisciplinés l'ont été sur ordre de Jean-Pierre Bemba. Allez donc prouver ça. Bon, certains ont relevé ce défi, nous attendons le verdict du tribunal. Le verdict qu'on attend, oui. Le verdict qu'on attend jusqu'à la venue du Christ, et on attendra toujours le verdict. Et quelle confiance vous inspire maintenant, messieurs? La différence avec la venue du Christ, c'est que la venue du Christ s'inscrit dans un schéma spirituel. On peut l'attendre 1000 ans. Ici, nous sommes dans un schéma sociologique. Il y a des règles que le tribunal doit respecter. Ils ne peuvent pas garder indéfiniment M. Bemba, ça ne se fait pas. Ils seront obligés de trancher et ils vont le faire. Et à la différence des autres acquittements que nous avons vécus ces derniers jours, des Thomas Lubanga et les autres, comment vous pouvez faire allusion par rapport à ces procès? Parce qu'on a acquitté les gens qui avaient aussi commis de tels forfaits. Non, qui étaient accusés de tels forfaits. Quand vous êtes accusé, vous êtes présumé innocent. Ça ne veut pas dire que vous avez commis ces faits-là.
Non, ces procès sont indépendants d'une autre. Ils prouvent au moins que la Cour peut acquitter aussi. Pas seulement condamner, mais acquitter. Mais c'est tout ce que nous pouvons en tirer. Les faits sont différents, les incriminations sont différentes. Il faut attendre le procès de Jean-Pierre Bemba en toute autonomie. Et à quand la présentation, s'il faut revenir sur les dossiers bureau politique du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, et à quand la publication définitive de liste de secrétaires généraux qui vont désormais amener le parti vers le processus électoral, et à quand aussi les congrès du parti? Ben écoutez, toutes ces questions sont à l'étude, sont prévues. Quand vous parlez des secrétaires nationaux, vous savez que le gouvernement de Mme Bazaïba est déjà formé. Il siège déjà, il a ses membres, dont un ancien PPRD, mais ça vous n'en parlez pas. Et pour le reste, c'est en cours. C'est en cours. Nous travaillons. Placée à la tête du mouvement de libération du Congo, une femme, pourquoi cette objection? Mais parce que le MLC est un parti qui tient particulièrement à la parité. Dans le MLC, et ce n'est pas théorique, nous prouvons dans les faits, nous estimons qu'une femme compétente vaut un homme compétent. Et à tous les postes de responsabilité, si une femme répond au profil requis pour l'exercice du poste, nous le confions à la femme. Il n'y a pas de tabou. Alors, monsieur le sénateur Romain Nimi, c'était avec un grand plaisir que je vous ai accueilli sur mon plateau pour aborder toutes les questions très à votre mouvement de libération du Congo, parti cher au sénateur Jean-Pierre Bemba. Nous espérons, comme étant congolais, qu'il pourra revenir dans son pays, la République démocratique du Congo, au cas où la Cour pénale internationale lui acquitterait. Alors, je tiens à remercier tout le monde qui nous ont suivis à travers le monde, plus particulièrement dans notre chaîne de télévision CMBDJ. Je m'en vais directement dire merci au président, au directeur général de cette chaîne qui nous donne toujours le temps de nous exprimer très bien au travers de cette antenne. Merci également à l'honorable Henriette Mouamou pour sa sympathique. Merci également à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie cet avant-midi et je l'espère que vous allez suivre cette émission, vous allez suivre aussi la rediffusion. Tout le plaisir était pour moi, monsieur le sénateur Romain Nimi. Au revoir. Merci. Au revoir.